Bonjour à tous et bienvenue dans le 10e des prix de la saison consacré à un Grand Prix du Canada qui ressemble pas mal sur la forme au Grand Prix d'Espagne il y a 2 semaines avec 3/4 de course assez linéaire, assez banale, sans doute un peu moins bonne même ici au Canada où on a par moment assisté un peu à une procession, c'était dur de se doubler. Il s'est pas passé forcément grand chose, puis à la fin, un énorme fait de course qui va énormément faire parler. Un Grand Prix également, dont le résultat final a été connu précisément à 3h09 du matin, 5h30 après l'arrivée, avec les nombreuses enquêtes qu'il y avait à conclure et toutes les procédures à respecter. Forcément, ça fait un peu grotesque et ça contribue de faire de la Formule 1 un sport parfois un peu plus sur le terrain juridique que sur la piste. Mais voilà, c'est comme ça. Au final, avertissement pour Bierman qui avait mal rejoint le circuit après avoir coupé la chicane. Rien pour Ocon qui a fait un move bizarre en sortie des stands face à Sainz. Rien pour les 7 pilotes qui avaient dépassé après l'arrivée alors qu'on était toujours sous procédure de safety car. 5 secondes pour Lando Norris pour l'accrochage avec Oscar Piastri. Mais 5 secondes qui ne servent à rien puisque il les purge dès cette course puisqu'il est classé, il a couru plus de 90% de la course, c'est un petit peu une hérésie, ça devrait selon moi se transformer en 3 places de pénalité en Autriche, mais voilà, vu qu'il est classé malgré l'abandon, eh bien ça compte, voilà, c'est un peu, ça ne fait aucun sens, mais c'est légal. Et enfin, la réclamation de Red Bull contre Russell au moment où ils se sont un peu gênés sous la safety car a été rejetée car trouvée infondée par les commissaires. C'est un beau bazar, mais le résultat du Grand Prix à 21h40 est bien le bon. Allez, commençons par un fait majeur. Une 3e équipe différente s'est imposée cette saison. C'est Mercedes par l'intermédiaire de George Russell. Gros week-end des Flèches d'Argent qui avaient déjà montré leur aisance sur ce circuit l'an dernier. Et là, ça réunissait absolument tous leurs points forts. Déjà, on avait la gamme de pneus la plus tendre du calendrier. Ça, on sait qu'ils adorent. Il y avait des températures plus fraîches qui font beaucoup par rapport à leur voiture. Et on a une piste qui exploite les qualités de la voiture et montre peu ses défauts. Ils ont également réintroduit leur suspension arrière qu'ils avaient prise à Imola puis enlevée parce qu'ils se sont rendus compte qu'à Imola le problème c'était des mauvais réglages. Preuve peut-être qu'on comprend un petit peu mieux la voiture par rapport aux dernières semaines. Il y avait aussi une évolution sur les côtés du fond plat. Bref, c'était bien et surtout tout a fonctionné d'entrée de jeu dès vendredi. Ils ont été ultra compétitifs et honnêtement ils ont géré le week-end de A à Z. Il n'y a pas eu une seule erreur, une seule mauvaise décision. Voilà, Mercedes a dominé ce week-end. Ils avaient notamment parfaitement lu le fait qu'il fallait utiliser les médiums et non pas les softs en qualif. Encore une fois, comme à Imola, eh bien, le C5 était plus rapide que le C6, qui est une bonne innovation, mais qui ne marche pas car il se détruit souvent trop vite, à part à Monaco. Et donc, un excellent Russell a pris une magnifique pole avec, selon lui, le meilleur tour de sa carrière. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que son départ, sa défense sur Verstappen, son rythme, sa gestion des pneus et on va dire l'entièreté de sa course sont également du même niveau. Ça a été absolument parfait. La stratégie aurait pu tout chambouler car il y en avait 2 sortes dans les leaders. Il y avait Norris et Leclerc qui tentaient quelque chose de différent en étant partis en hard. Mais en fait, ça a été très simple puisque la très rapide dégradation des médiums qui sont en fait un pneu plus de qualif que de course, eh bien, a directement montré aux équipes qu'il faudrait faire 2 arrêts et mettre 2 fois les hard. Donc certains ont fait medium hard, d'autres comme Norris hard, medium hard. Et puis Russell a fait medium hard, mais ça revenait au même, ça n'a pas été un problème. Et le Britannique décroche donc une 4e victoire en Formule 1 ultra méritée. C'est aussi pour lui la récompense après un début de saison vraiment excellent. Et cela me semble prouver que Russell a désormais un peu pris des épaules. Je pense par exemple que s'il conduisait la McLaren cette saison, il aurait énormément de victoires. Et déjà que l'an dernier, il aurait fait d'excellentes choses. C'est un vrai leader sur lequel Mercedes peut compter désormais. Et j'ai notamment hâte de le voir l'an prochain, où on dit beaucoup de bien du moteur Mercedes. Peut-être que c'est Russell, le early favorite, on peut dire, le favori tôt de la saison prochaine. On verra. En tout cas, parfait. Et je pense que la prolongation de contrat maintenant, elle ne fait absolument plus aucun doute. Et c'est même terrible qu'après 10 courses cette saison, il n'ait toujours pas de contrat pour l'an prochain. C'est une anomalie énorme.
Concernant Antonelli, c'était tout aussi excellent quand on considère son âge et sa méconnaissance totale du circuit de Montréal. Il s'est bien remis dedans après un triple header qui avait été plus compliqué et je trouve qu'il a bien étudié les choses qui lui avaient posé problème. En qualif, il était dans le coup, alors il prend une demi-seconde à la fin, mais il avait des médiums usés et Russell a fait vraiment un excellent tour. Sur le reste de la qualif, c'était un poil plus serré. Puis voilà, il arrive à être 4e, il prend magnifiquement la 3e place sur Piastri au départ, et après, il a fait une top course. Il a été à 2 doigts d'aller chercher Verstappen sur le premier arrêt et après il a très bien tenu niveau rythme, il est très proche de Russell et j'ai eu peur pour lui qu'il perde le podium à la fin face aux 2 McLaren, mais déjà les retardataires qui ont fait absolument n'importe quoi ont enlevé le DRS à Piastri pendant plusieurs tours, après il a bien défendu et puis après les McLaren ont disparu, on va y revenir, mais voilà, vu comment il a géré la course dans les circonstances, vu comment il était proche de Russell, c'est vraiment énorme, c'est bluffant et c'est un premier podium en carrière qui est autant mérité que la 4e victoire de George Russell. Voilà, clairement Antonelli, on l'avait dit dès l'Australie, on sent bien que ce gars-là a quelque chose dans le volant et aussi dans la tête. On va pas revenir en arrière, mais ce n'est pas du tout une erreur de la part de Mercedes d'avoir choisi un rookie, mais ça, on le savait d'entrée de jeu. Pour conclure sur Mercedes justement, bravo, week-end parfait, maîtrisé de A à Z, mais je ne tirerai aucune conclusion positive pour la suite. C'est le Canada, on a déjà vu qu'ils aimaient ce circuit par le passé. Alors certes, il a fait chaud ce dimanche, ce qui est une nouveauté pour eux d'être bon quand il fait chaud, et j'ai le sentiment qu'ils ont mieux compris les réglages de leur voiture, notamment sur l'utilisation des pneus, mais c'est une piste trop peu abrasive pour qu'on puisse en tirer de vraies conclusions. Et finalement, comme Russell l'a dit après sa pole et après sa victoire, paradoxalement, ce succès prouve que la voiture est sûrement un petit peu trop problématique et qu'elle ne marche que dans une fenêtre trop précise, trop rare. Donc la suite sera compliquée, mais bon, clairement, ils sont favoris pour Vegas. Entre les Mercedes, on a retrouvé le Verstappen habituel, celui finalement qu'on a eu sur tout le début de saison, sauf 2 ou 3 tours du côté de l'Espagne. Voilà, on le connaît, c'est le plus costaud, le plus sûr de ses forces sur le plateau. Et là, au volant d'une Red Bull qui a retrouvé un bon équilibre depuis plusieurs courses et qui a démarré le week-end de manière excellente, une fois n'est pas coutume, eh bien ça a totalement fonctionné pour Verstappen qui a pris le max samedi comme dimanche. Encore une fois aussi, il faut signaler, je trouve que l'équipe a fait la différence sur des petits détails. Le pneu médium en qualif, c'était bien vu de leur part. La stratégie agressive et réussie pour conserver la 2e place sur Antonelli avec 2 arrêts anticipés, notamment le 2e qui a été très anticipé, mais ça n'a pas été un problème. Et puis voilà, comme on l'a dit, Max a fait du max et continue donc d'être une menace au championnat, même si selon moi, c'est très loin, 43 points, et sur des pistes plus représentatives, ce sera plus compliqué pour Red Bull, eh bien Max reste là inlassablement, et honnêtement, c'est absolument admirable. Mais du coup, forcément, il faut se tourner vers les McLaren qui ont eu un week-end sans, sûrement leur plus mauvais week-end de l'année. C'était l'inverse de Mercedes pour eux et on l'a vu dès le vendredi où ils ont galéré comme jamais un vendredi. Les difficultés se sont confirmées en qualif où Mercedes et Red Bull se sont montrés plus rapides et aussi où on n'a pas choisi le pneu médium. Sûrement une preuve qu'on était un petit peu conservateur et qu'on n'était pas forcément ultra à l'aise au moment d'entrer dans la qualification après 3 séances d'essai qui n'avaient pas été idéal du tout et on a aussi vu en course que la McLaren cette fois-ci n'avait pas le potentiel en termes de rythme et de sauvegarde des pneus pour sortir de sa position et aller rechercher les Mercedes et la Red Bull. Donc clairement ce week-end McLaren n'a pas été la première force et c'est peut-être la première fois de la saison. Vu que personne n'avait amené d'amélioration vraiment majeure, même s'il y a eu des petits trucs de trouver du côté de Mercedes, voilà, je vais donc clairement expliquer ce trou par les conditions globales du Canada, un circuit qui déjà l'an dernier n'avait pas été très représentatif de l'entièreté de la saison. Je m'attends donc à retrouver une physionomie semblable à Barcelone sur la suite de la tournée européenne, on va dire. Pour moi, je vois ça pour l'instant comme un week-end sans pour McLaren, rien de plus. Mais bon, niveau championnat pilote, faudra quand même que les prochains week-ends se passent autrement. Piastri, qui était le pilote McLaren le plus en difficulté lors des séances d'essai, qui a même touché le mur et cassé sa suspension au mur des champions en FP3, eh bien a fait montre de sa plus grande qualité selon moi lors de la qualification, qualité qui explique en bonne partie pourquoi il est le leader du championnat, c'est qu'il garde son calme, qu'il est là quand ça compte et qu'il sait toujours limiter sa casse. Dans le contexte global de ce week-end, je trouve que sa
3e place en qualif est absolument remarquable. C'est l'illustration parfaite de toutes ses qualités. Il n'a pas été forcément sensationnel, il n'était pas ultra à l'aise, mais le résultat est très bon, peut-être même excellent quand on prend l'ensemble des circonstances et quand on voit ce qu'a fait son coéquipier. Piastri est un monstre de réalisme et d'efficacité, et pour moi, ça explique pourquoi il est le favori du championnat. J'ai également trouvé que sa course avait été bien gérée, mais aussi délicate, même si le fait de partir en médium ne l'a pas aidé comme les autres, et bien à la fin de la course, il se retrouve roue dans roue avec Norris, qui est plus rapide sur les pneus hard, et qui, je pense, aurait dû passer. Donc hier, Piastri, malgré le fait qu'il avait assuré en qualif et que Norris s'était foiré, il aurait dû perdre des points, et ce n'est pas rassurant pour lui, parce que en termes de rythme pur, il y a toujours peut-être 2 ou 3 points d'interrogation à lever. Mais voilà, le truc c'est que, comme souvent, Lando Norris s'est exclu tout seul du week-end à plusieurs reprises et on retombe sur la conclusion que l'on fait régulièrement, que l'on faisait déjà en fin d'année dernière où il avait déjà détruit ses chances d'être champion face à Verstappen. Voilà, Lando Norris n'est pas assez fort, n'a pas ce qu'il faut aujourd'hui pour être champion en Formule 1. Et ce, malgré des conditions absolument parfaites. Demandez à Russell, demandez à Leclerc s'ils veulent conduire la McLaren et se retrouver dans sa position. Je pense qu'ils en rêvent tous les jours. Et en plus, Norris, ce qui est frustrant, on le sait, c'est que la vitesse pure, il l'a très clairement. Et on l'a encore vu ce week-end, notamment en course, où il avait un bien meilleur rythme. Il était le pilote McLaren le plus rapide. Et c'est pour ça qu'il va rester une menace au championnat. Mais voilà, l'exécution de Lando Norris est catastrophique avec, selon moi, 2 axes principaux, une fragilité niveau constance et une science de la course qui est vraiment très faible. Le manque de confiance et de résistance à la pression, on l'a encore vu en qualif. Honnêtement, cette saison, je crois que Lando Norris, sur les qualifs des Grands Prix, il en a raté 8 sur 10. C'est absolument incroyable. Et là, ces 3 tours de Q3 sont ratés alors que le début de sa qualif est très bien géré. C'est cata. Il coupe la chicane dans le premier, il touche violemment le mur dans le deuxième et il se rate à l'épingle dans le troisième. C'est dingue. Il est seulement 7e et son ingénieur doit le coacher. C'était vraiment une séquence hallucinante et très révélatrice du fait que Norris n'est pas au niveau. C'est pas un champion du monde, ça. Pourtant, l'équipe avait amené une nouvelle géométrie de la suspension avant qui était censée un petit peu améliorer la manière dont la voiture s'inscrit dans les virages. C'est une voiture qui est parfois un peu pataude et les pilotes ont du mal là-dessus, notamment Lando Norris. Mais voilà, son problème de feeling là-dessus n'a pas été réglé puisque ça n'a pas marché et puisqu'il a dit lui-même, voilà, il n'a pas senti de différence. Donc c'est encore une fois inquiétant. Et puis son manque de QI de course, il est vraiment criant et on le relève très régulièrement dès qu'il doit se battre en piste et pas que face à Verstappen. Là, clairement, il était plus rapide que Piastri. C'était pas facile de doubler hier à Montréal et quand on a la même voiture que l'autre, ça allait encore un petit peu moins. Mais voilà, chroniquement, Norris ne sait pas construire ses dépassements. J'ai été un petit peu interloqué par la manière dont il prenait l'épingle, puisque selon moi, pendant plusieurs tours, ça le faisait mal ressortir et ça l'a empêché d'attaquer Piastri sur la seule zone où on pouvait doubler une voiture. Quand ensuite il plonge de belle manière à l'épingle, eh bien, il est bien positionné à la suite, mais il freine plus tard que Piastri, il se fait avoir. Et puis après, il y a l'accrochage. J'ai envie de dire que c'est tellement dingue comme manœuvre qu'il s'est excusé direct à la radio, un truc qu'on ne voit quasiment jamais. Voilà, c'est une faute dingue, hallucinante. Il était clairement mieux ressorti de la chicane que l'Australien, il allait pouvoir l'attaquer au premier virage, c'était une évidence. Il voit Piastri se décaler de manière linéaire, tranquillement sur la gauche, et au passage, excellente défense d'Oscar qui ne fait aucun coup de volant, qui défend de manière bien intelligente et qui ne fait aucune faute, de mon avis, de l'avis général et de l'avis également des stewards. Mais là, Lando prend une décision complètement incompréhensible. Aller à gauche de la piste alors que on voit que Piastri se décale et surtout au moment où il décide d'aller à gauche, il y a déjà plus du tout l'espace d'une voiture, même en comptant le bout d'herbe. Donc je ne comprends absolument pas ce qu'il a fait et en plus l'extérieur du premier virage était ouvert et il aurait très bien pu y passer. Je ne comprends pas. Une erreur de jugement comme ça, c'est impardonnable, c'est dingue.
Et donc à l'arrivée, je vais reprendre une conclusion que j'ai déjà faite, mais à l'instant T, ce Lando Norris-là est un des candidats au titre les plus faibles qu'on ait vu. Alors il n'a que 22 points de retard, c'est pas forcément catastrophique, et je continue de penser qu'il n'a pas exploité tout son potentiel, car il va vite sur la piste, donc on ne peut toujours pas l'exclure, parce qu'il peut aller plus vite que Piastri régulièrement. Mais voilà, il rate ses qualifs, il se met tout seul souvent derrière Oscar, il fait des énormes erreurs. Voilà, il est trop faible pour être champion. Et là en plus, mentalement, sportivement, il va être touché. Son visage, quand il vient s'excuser à Piastri devant les médias, moi je trouve que c'est assez révélateur. Il avait déjà touché le fond après Jeddah où il était dans le mal. Là je trouve qu'il est encore plus dans le mal. Donc forcément la suite n'est pas du tout réjouissante pour lui. Là-dessus, tout de même, je veux dire un petit mot des Papaya Rules qui, selon moi, posent à nouveau question. Alors, c'est très cool pour nous de laisser les deux pilotes se battre, ça crée du spectacle, de l'incertitude. Et d'ailleurs, ça fait entrer ce championnat dans une nouvelle phase. Je disais après Barcelone qu'on n'aurait peut-être pas de duel en piste entre les deux. On l'a eu, ok, cool. Mais du point de vue de l'équipe, c'est complètement contre-productif, voire dangereux d'utiliser cette méthode de non-intervention. Et surtout, tout ça pour rien à chaque fois. Tout ça même, je veux dire, à chaque fois pour pénaliser le résultat de l'équipe. Lando était plus rapide. Il fallait demander à Oscar de le laisser passer pour qu'il tente d'aller chercher le podium. Et s'il n'y arrivait pas, on rendrait la position. C'est ce que font toutes les équipes. Mais McLaren ne veut pas faire ça puisque, selon moi, elle a trop peur d'influencer le destin individuel de ses pilotes. Et du coup, cela pénalise le destin collectif de l'équipe. Et ça aurait même pu être pire car un détail près, ça fait 0 point hier pour McLaren. Selon moi, McLaren se cache derrière un dogme, se cache derrière un semblant d'égalitarisme, mais poussé tellement à l'extrême qu'il en devient négatif pour l'équipe, néfaste. Alors oui, encourager la course, on est pour, donner la même chance aux pilotes, évidemment, mais là, on va contre l'intérêt de l'équipe et surtout, ça ne marche pas. Et j'ai envie de dire que ne pas donner de consigne, c'est en soi une consigne. Mais finalement, je me dis aussi que peut-être ce premier incident est une aubaine car il ne s'est pas si mal passé que ça du point de vue de l'équipe puisque la responsabilité d'un pilote est claire et assumée. L'autre n'a rien eu, il y a quand même des points à l'arrivée, on est largement en avance dans les deux championnats. Finalement, ça peut peut-être même aider McLaren par la suite à enfin prendre des décisions, mais je trouve qu'on arrive vraiment au bout, à l'extrême limite des Papaya Rules. Pour moi, ça ne marche pas. Enfin bref, à l'arrivée, tout ça profite à un Piastri qui n'était pas forcément ultra à l'aise, qui était un petit peu le moins rapide des deux, qui n'était pas bien sur la gamme de pneus la plus tendre, au cœur d'un week-end sans pour McLaren, mais son calme et son exécution lui permettent de mettre à profit ce week-end douloureux où il creuse l'écart au championnat. Alors, bravo Oscar, plus que jamais désormais, le favori, tout simplement. Pas bravo en revanche maintenant concernant Ferrari qui a vécu un week-end qui fait vraiment mal à la tête et qui était tout simplement la 4e force, clairement loin des autres. Tout a été brouillon et on n'a pas trouvé de clé pour une voiture qui a maintenant urgemment besoin d'amélioration, d'upgrade. Dans la vague des rumeurs venant d'Italie, la Scuderia s'est un peu noyée ou à minima bu la tasse au Canada. Même Vasseur a dit à l'arrivée qu'ils avaient été perturbés, qu'ils avaient manqué de sérénité et que tout ça soit vrai ou faux, il y a eu déstabilisation ce week-end et clairement ce résultat, cette manière même d'arriver au résultat ne va malheureusement pas calmer les choses. Côté piste, j'ai été déçu par leur Grand Prix. Disons que les qualifications, c'est habituel qu'ils soient un petit peu en dessous et en plus j'ai trouvé que c'était peut-être leur meilleure performance en qualif cette saison dans le sens où pour une fois, ils étaient pas loin d'être dans le match avec les autres. En témoigne le temps de Leclerc qu'il allait sûrement inscrire. Lui dit qu'il pouvait jouer la pole. J'en suis pas totalement certain, mais à minima, il y avait peut-être une deuxième ligne dans les roues de Mercedes, de Piastri, de Verstappen. Donc c'était franchement peut-être la meilleure qualif cette saison de Ferrari qu'on aurait pu voir si Leclerc avait été au bout. Leclerc justement qui malheureusement s'est juste gâché le week-end tout seul avec des petites erreurs aux grandes conséquences, notamment une en FP1 où il va taper ce Tech Pro et donc rate tout le vendredi. Et puis il y a ce dernier tour de Q3 où certes l'air sale n'a pas aidé, mais selon moi clairement voilà, il y a une faute de Leclerc qui l'empêche de signer un temps canon qui aurait changé son destin ce week-end.
Après ça, on l'a encore vu lors de la qualif et lors de la course, il était très rapide, il avait un super rythme. Le fait de partir sur les pneus hard l'a aussi aidé à être bien positionné dans ce Grand Prix. Mais voilà, il partait de trop loin, ou plutôt il avait pris trop de retard à lui tout seul sur le début du week-end pour espérer autre chose, et il était condamné à finir 6e, finalement 5e après l'accrochage, et il signe selon moi sa moins bonne performance depuis un moment. Et dommage, et puis il y a eu ces discussions sur la stratégie à la radio, cette mésentente, Leclerc qui voulait allonger son premier relais, ne pas s'arrêter aussitôt pour tenter de ne faire qu'un arrêt, chose que j'aurais voulu voir parce que derrière lui, des pilotes ont réussi à ne faire qu'un arrêt, et je trouve que voilà, au pire il terminait 6e ou 7e, donc fallait vraiment le tenter, je trouve. Ça n'aurait peut-être probablement pas bouleversé son Grand Prix, mais voilà, ça se tentait, et ce manque de tentative, cette mésentente un petit peu chronique à la radio, et son visage, sa réaction à l'arrivée me font dire qu'on est face à un Leclerc qui est un petit peu frustré. Je pense qu'il sait que la saison elle est déjà cuite et c'est pas la première au sein de la Ferrari où il ne jouera pas ce qu'il ambitionne, c'est-à-dire le titre. Il y a aussi tout ce bruit autour de l'équipe. Il donne son max, mais voilà, pour décrocher un podium, c'est déjà le bout du monde avec la Scuderia en ce moment. Donc ouais, c'est dur. Je pense qu'on a un Leclerc, non pas qui doute, etc., mais qui encaisse le coup et qui, avec ses erreurs du week-end aussi, a sûrement passé un mauvais moment, et je trouve que ça se sentait hier après l'arrivée, c'était très dur. Il termine avant la safety car, il est à 15 secondes des voitures qui se jouent le podium, forcément ça fait pas plaisir. Quant à Hamilton, j'ai trouvé que c'était un week-end très semblable à l'Espagne, avec une qualif un petit peu, encore une fois, en trompe-l'œil. Il était moins loin de Leclerc, mais Leclerc a raté le vendredi. Il est qualifié devant, mais c'est seulement pour 1/10, alors que Leclerc n'a pas signé le dernier tour, et qu'on a vu la différence sur le premier secteur. Leclerc allait faire un temps très amélioré par rapport à celui d'Hamilton qui était finalement à une demi-seconde des hommes de tête, donc finalement c'était pas une qualif particulièrement bonne pour Lewis, parce que voilà, la Ferrari avait le potentiel de jouer de bonnes choses, mais lui était au même écart que d'habitude, donc voilà, c'était finalement comme d'habitude. Et puis pareil en course, où son rythme l'a ramené à sa réalité, le fait qu'il ne peut en ce moment être que le dernier des top teams, même si pour le coup il a un petit paquet de circonstances atténuantes, puisqu'il y a eu le choc avec la marmotte qui a endommagé sa voiture, ce qui a fait perdre pas mal de temps, un souci aussi de pédale de frein qu'il a évoqué à l'arrivée, et puis cette stratégie avec les médiums au départ qui n'était pas forcément la meilleure, qui a un petit peu mis en difficulté les pilotes qui partaient en médium sur la fin du premier relais. Il faut aussi dire qu'il s'est raté sur le moment de son premier arrêt, puisqu'il était passé par Norris, il a défendu du mauvais côté, ça l'a obligé à freiner avant de rentrer dans la voie des stands, et selon moi c'est principalement à cause de ça qu'il ressort derrière Ocon. Il faudrait calculer exactement, et être ressorti derrière Ocon, ça va lui coûter énormément de secondes, puisqu'il va bouchonner 4-5 tours, il y aura Sainz à doubler aussi, ça va être compliqué, voilà. Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire que la conclusion restera la même qu'à chaque week-end. Il est condamné à être le dernier des top teams pour l'instant à cause de son rythme, et la conclusion sera la même qu'il y a 2 semaines. Il n'y a rien de neuf pour l'instant dans la situation d'Hamilton. En revanche, ça va beaucoup mieux pour ses collègues âgés, pour les 2 gars qui sont avec lui depuis le plus longtemps, qui étaient là il y a 12 et bientôt 20 ans sur la grille, Alonso et Hülkenberg, qui sont encore pour le coup les meilleurs des autres. On a d'un côté Fernando qui a fait le week-end parfait, samedi comme dimanche, sa place derrière les top teams a tout le temps été assurée, vraiment exceptionnelle, c'était impressionnant, c'est une maîtrise qui prouve qu'il n'est absolument pas en méforme. Je l'ai dit dans une vidéo entre l'Espagne et le Canada, je ne comprends absolument pas ceux qui trouvent que l'Alonso de cette saison est moins bon. Non, c'est le même Alonso, c'est un Alonso vraiment excellent qui peut prétendre être le meilleur des autres, et il a été ce week-end. On a aussi Aston qui est clairement revenu dans le jeu, on l'avait senti dès Imola, ça s'était pas vraiment concrétisé après, mais c'est le cas, la voiture va beaucoup mieux. On a aussi une équipe qui a eu l'intelligence d'utiliser les médiums en qualif comme il l'avait fait à Imola d'ailleurs. La vitesse de pointe n'a cette fois pas été un problème. Non, bravo, c'est top, et ils peuvent vraiment espérer remonter au classement. Malheureusement pour eux, il faudra le faire avec une seule voiture, puisque Lance Stroll a encore une fois été à côté de la plaque. Était-il suffisamment remis ? Je ne sais pas, en tout cas il a donné l'impression de ne pas forcément avoir très envie d'être là, vu comment il a répondu aux médias tout le week-end. Il y a eu ce crash en FP2, il y a eu cette qualif où il est éliminé en Q1 et prend une demi-seconde par Alonso, qui va se qualifier 6e alors que lui est 19e je crois. Voilà, il y a un Grand Prix très lointain, il y a cette pénalité pour avoir tassé Gasly. Voilà. Il n'y a qu'une seule Aston qui compte sur la piste.
Pour Hülkenberg, le scénario a été assez différent de celui d'Alonso, puisqu'il avait fait une bonne qualif, mais il n'était que 13e, on va dire, au moment des qualifications. Mais il a profité des erreurs des autres à la porte des points. Déjà, les pénalités de Tsunoda et d'Adjar sur la grille, le coup de chaud entre Colapinto et Albon qui lui permet de bondir et d'aller chercher la 9e place tôt dans le Grand Prix. Il s'est positionné comme le 2e derrière Alonso des meilleurs des autres. Et puis après, il y avait deux stratégies dans le milieu de peloton. Ceux partis en médium qui se sont arrêtés tôt et qui ont dû remonter dans le trafic, de ceux qui étaient partis en hard et qui ont allongé très longuement leur relais pour être sûr de ne faire qu'un seul arrêt. Mais Hulk avait suffisamment de rythme et d'avance pour remonter dans le peloton et aller chercher tranquillement des points. Il aurait fini 9e à la régulière, c'est 8e et donc 4 points après l'abandon de Norris. Et ça, c'est vraiment top pour Sauber dans la lignée de l'Espagne. Ça me semble confirmer qu'ils progressent et qu'ils vont désormais pouvoir jouer les points de manière régulière. Surtout avec un Nico Hülkenberg qui a l'habitude de ce genre de situation, qui a été excellent dans le même cas de figure l'an dernier chez Haas. Là, il retrouve une voiture compétitive, il l'utilise parfaitement. Pour Bortoleto, c'est forcément un petit peu derrière, mais j'ai envie d'être très positif avec lui puisqu'il n'était qu'à 7 millième du passage en Q2. Quand il est éliminé, il est dans le même 10e que Hülkenberg, donc c'est franchement très positif. Et puis malheureusement, le pauvre a eu la moins bonne des stratégies puisqu'il est parti en médium, s'arrête relativement tôt et se retrouve coincé dans le wagon de ceux qui tentaient de ne faire qu'un arrêt en hard. Et il n'y avait pas beaucoup de différence sur les pneus, donc ça l'a coincé. C'est pas le seul pilote à qui c'est arrivé. Donc clairement pour Bortoleto, il y a du positif. Faut pas regarder que le résultat brut par rapport à Hülkenberg. Ça va venir. Franchement, je vois d'excellentes choses chez le Brésilien. Avec les deux stratégies qu'on a évoquées, ceux partis en médium arrêtés tôt et ceux qui sont partis en hard qui se sont arrêtés extrêmement tard, il y a eu des gagnants et des perdants notamment Colapinto et Adjar qui jouaient les points au début de la course grâce à leur magnifique qualification. Isaac, une nouvelle fois passé en Q3 dans la lignée de sa dynamique actuelle qui est complètement bluffante. Voilà, c'était excellent. Et puis Franco, à la surprise générale, 12e en qualif, 10e sur la grille, après un début de week-end pourtant qui avait été extrêmement galère, notamment sur un tour, après ses difficultés du début de saison. Voilà, c'est clairement une magnifique réponse, assez inattendue, et un premier moment de brillance pour un pilote qui commençait à être vraiment en danger. Mais bon, malheureusement pour Franco, il y a cette action avec Albon qui permet à Hülkenberg de s'infiltrer, il perd là quelques positions, et puis comme Adjar, comme il était parti en pneu médium, à un moment donné, le rythme s'écroule, les deux s'arrêtent très tôt, se retrouvent tout au fond du paquet dans un train où c'était impossible de doubler, où ils avaient finalement sensiblement les mêmes pneus que les autres, et donc ça les a très rapidement sortis des points. Ils ont tout perdu d'entrée de jeu dans ce Grand Prix. En plus, je pense qu'ils n'avaient hier pas les deux meilleures voitures du midfield. On le sait, l'Alpine est moins bonne en course et pour la première fois depuis un moment, la Racing Bulls a également galéré. On a vu Isaac avoir un rythme moins bon que d'habitude et il l'a dit lui-même, il se sentait moins véloce que les voitures autour de lui. Et puis l'autre versant, ce sont les gagnants de cette stratégie, ceux partis en hard, et notamment Ocon et Sainz. Haas est un petit peu dans le dur en ce moment, et c'était encore le cas sur le début du week-end, notamment en qualif, où le fin fond de la Q2 semblait être le maximum, mais la course d'Esteban a pris vie quand il y a eu le switch s'est opéré entre les pneus médium et les pneus hard. Il a d'un coup doublé Biermann et Adjar qui étaient en médium et a tenu surtout 57 des 70 tours sur les hard. Il a dit d'ailleurs qu'il aurait pu aller jusqu'au bout comme ça puisque ses pneus retrouvaient sans cesse de la vie. Il ne voulait pas s'effondrer. Ça lui a permis de doubler déjà ceux qui s'étaient arrêtés tôt et aussi il s'est positionné comme le premier sur la piste de ceux qui avaient la stratégie des pneus hard. Donc le coup a parfaitement fonctionné. Il a fini par émerger à la 10e position, 9e finalement avec l'abandon et ça fait du bien parce que les temps sont durs pour Haas et aussi pour Esteban qui n'est pas totalement à l'aise dans sa voiture, qui est parfois battu par Biermann. Biermann qui lui n'a pas eu de bol puisqu'un petit peu comme Bortoleto face à Hülkenberg, il a eu la mauvaise stratégie, il est parti sur les médiums, arrêto, fond du peloton, derrière Colapinto, derrière Adjar, donc à partir de là, Grand Prix terminé malheureusement, coincé. Pour Sainz, ce sera la même conclusion que pour Esteban car il a fait la même course, 57 tours sur les pneus hard et une 11e place qui devient une 10e. Un point finalement qui vient donner du baume au cœur à Williams après un week-end
raté, ou en tout cas qui aurait clairement dû mieux se passer. Rappelez-vous de la FP1, ils étaient devant, la voiture a été d'entrée de jeu performante, mais ils ont un petit peu stagné ensuite, et ils n'ont pas du coup réussi à concrétiser. Il y a aussi eu cette qualif qui s'est mal placée, avec Sainz qui n'est qu'à quelques millièmes de la Q2, alors qu'il est gêné 2 fois dans son dernier tour. Il y a le capot moteur d'Albon qui s'envole. Puis en course, Albon se fait sortir avec l'incident avec Colapinto et a très rapidement un souci moteur qui finira par le faire abandonner, avec en plus une stratégie qui avait été cata, avec 23 tours sur les médiums. On a aussi Sainz qui a dit avoir dû gérer un souci pendant plusieurs tours sur sa voiture. Bref, le week-end est parti complètement en vrille du côté de Williams. Je pense qu'il y avait moyen de prendre bien plus de points que ça, mais malheureusement, ça a été foiré. Alors, il n'y a quand même pas d'urgence, mais il faut le dire, c'est un mauvais week-end, notamment du côté exécution opérationnelle de la part de l'écurie, qui brille dans le milieu de peloton sur ce début de saison. Mauvais week-end également, mais cette fois c'est normal et c'est un petit peu tous les week-ends pour Alpine. On a évoqué le côté un peu positif avec Colapinto, mais la stratégie n'a pas été bonne et la voiture s'est écroulée en course. Du côté de Gasly, le week-end s'est arrêté en Q1 le samedi avec le drapeau rouge qui annule un beau tour et ensuite des pneus mal préparés et qui ne permettent pas d'améliorer dans la dernière tentative. À partir de là, c'était trop loin, il tente de faire qu'un arrêt, mais il y a trop de pilotes devant lui, il est bloqué toute la course derrière Lawson. C'est clairement à oublier et Alpine est désormais véritablement la dernière force. C'est vrai au championnat, c'est aussi vrai sur la piste où le manque de performance, de constance et d'exécution complique trop la tâche, c'est trop dur. On a aussi eu en cerise sur le gâteau la démission de Luca De Meo pendant la course. C'est un cauchemar chez Alpine. C'est aussi un cauchemar malheureusement pour Yuki Tsunoda qui ne marque toujours pas de points et prend encore ce week-end plusieurs coups sur la tête. Il y a l'écart habituel avec Max et le manque d'aisance dans la voiture qui, selon moi, je le développe chaque week-end, sont assez logiques vu son contexte, vu les circonstances dans lesquelles il évolue. Et en plus là, le pauvre, il y a un souci en FP3, il reste longtemps au garage alors qu'on vient de lui installer toutes les améliorations. Il n'a pas vraiment le temps de les tester, il arrive en qualif pas préparé, il passe à quelques millièmes de passer en Q3. Et il y a ces 10 places de pénalité pour avoir doublé Piastri sous drapeau rouge en FP3. Et je trouve que c'est très sévère puisque Piastri est au ralenti avec son pneu éclaté. Yuki n'a pas pris de risque à dépasser proprement, n'allant pas trop vite. La règle est la règle, mais je trouve que là, pour le coup, c'est trop dur envers Yuki et ça a complètement tué son week-end parce qu'après, à l'image de Lawson ou de Gasly, il a tenté de faire un arrêt en hard mais il partait de trop loin, il n'avait pas le rythme dans la voiture qu'il ne maîtrise pas. Alors, c'était trop loin pour Yuki et c'est très dur, la galère continue, mais c'est malheureusement sans surprise et avec ce week-end des éléments qui sont venus lui mettre des bâtons dans les roues. Et puis on vient de le dire, un petit mot sur Lawson qui est le dernier pilote qu'on n'a pas encore évoqué. Et bien en fait c'est exactement pareil que Gasly, son week-end s'est arrêté samedi en Q1 où il se qualifie 19e à cause d'un dernier tour où il n'a pas réussi à faire la différence, où ça n'a pas fonctionné. Derrière, stratégie à un arrêt, mais il part trop loin. Et il y a un petit supplément pour Lawson, c'est l'abandon pour préserver le moteur, mais il est passé à côté de son week-end tout court. Allez, un petit point sur les classements. Piastri prend 12 points à Norris ce week-end. Il y en a désormais 22 d'avance et 43 sur Verstappen qui reste en embuscade. Russell lui conforte sa 4e position devant les Ferrari et Ocon reprend la 9e à Isaac Hadjar. Attention également à Nico Hülkenberg qui est juste derrière avec 20 points. Côté équipe, McLaren est toujours tranquille, malgré le fait que c'est la 4e équipe ce week-end en termes de points pris. C'est la première fois de la saison qu'ils ne sont pas l'équipe qui prend le plus de points sur un week-end. C'est remarquable. Derrière, gros coup de Mercedes qui reprend la 2e place. Je pense qu'on aura clairement une grosse bataille avec Ferrari tout au long de la saison. Et pour Red Bull, malheureusement, ça va commencer à devenir compliqué avec une seule voiture. Williams, elle, n'est toujours pas inquiétée malgré le raté. Racing Bulls est rejoint par Haas. Il y a un beau duel et même, je pense, un trio qui se joue la 6e place puisque Aston a clairement réenclenché la marche en avant. Sauber, elle, n'est plus à oublier car elle peut à nouveau être dans la lutte pour les points chaque week-end. En revanche, concernant Alpine, l'équipe commence à être loin et c'est normal vu le niveau de la voiture et ce que l'équipe produit chaque week-end.
Allez, on passe aux notes. Comme chaque week-end, j'attends de vous du recul et de l'aide pour pouvoir les ajuster au maximum. Les voici. Russell à la meilleure, évidemment, week-end parfait, le traditionnel 9,5 du vainqueur. Antonelli a été bluffant, surtout vu son âge et son expérience, week-end excellent, et surtout sa course a été très bonne. Verstappen, encore une fois, parfait. Alonso, le meilleur des autres, il a fait un week-end sensationnel. Piastri, lui, n'était pas forcément à l'aise, pour ça qu'il n'a pas un 9 non plus, mais il assure et il a fait la différence quand ça compte. C'est un vrai leader du championnat désormais. Hülkenberg, qualif pas forcément exceptionnel, mais Grand Prix vraiment génial. Sainz, la Q1, c'est pas de sa faute du tout, il aurait dû passer en Q2, le pauvre, et son Grand Prix est vraiment top. Je suis content pour lui qu'il ait réussi à sauver un point. Ocon, lui, a été battu en qualif, c'est pour ça qu'il a une moins bonne note que Sainz, mais son Grand Prix est top avec la bonne stratégie. Pour Colapinto et Adjar, c'est l'inverse d'Esteban, qualif génial à plébisciter, mais malheureusement un Grand Prix plombé pour la stratégie. Vous me direz si les deux, notamment Colapinto, méritent un petit peu plus. Leclerc lui avait un gros rythme, mais a gâché un meilleur résultat tout seul avec plusieurs erreurs dans le week-end. Bierman était devant Ocon en qualif, mais malheureusement coincé sur la mauvaise stratégie. Et pareil pour Bortoletto, qui n'était absolument pas loin de Hülkenberg, notamment en qualif. Hamilton, lui, n'a pas été mauvais, mais prend le 6 traditionnel. Il a réussi à prendre des points, il a énormément de circonstances atténuantes, mais son rythme pur laissait encore à désirer, rien n'a changé. Tsunoda, lui, est encore une fois très loin du compte, mais il a encore pas mal de circonstances atténuantes, les 10 places de pénalité sévères, la FP3, la Red Bull tout simplement. Gasly et Lawson, eux, ont tué leur week-end avec un mauvais dernier tour en Q1. Stroll s'est crashé en FP2, est sorti en Q1 avec un énorme écart quand Alonso fait un top week-end, a eu cette pénalité, bref, week-end à nouvelle fois très très dur pour Lance Stroll. Et puis Norris, la plus mauvaise note, parce qu'il y a 3 tours ratés en Q3, 3 tours, il y a cette erreur qui est complètement catastrophique et indigne d'un candidat au titre, extrêmement coûteuse. Et puis, je n'ai pas noté Albon qui avait fait une excellente qualif, mais dont le Grand Prix a été tué rapidement par ce souci mécanique et puis par la stratégie. Donc honnêtement pour moi, Albon n'a pas pu défendre sa magnifique qualif. Voilà, vous avez aussi les notes des équipes, je vous attends en commentaire et dans le Google Doc pour ajuster tout ça au mieux. Sur ce, merci à tous pour votre écoute, votre aide et vos commentaires que j'ai hâte de lire. J'ai hâte de vous entendre sur Norris, sur Russell, sur tous les détails de cette course et également sur vos notes. Je vous lirai, je vous répondrai, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas au passage à mettre un petit like et à vous abonner si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et on se quitte comme d'habitude avec Enzo Ferrari qui apporte d'énormes félicitations à la Scuderia qui a triomphé encore une fois ce week-end. 3e succès d'une Ferrari exceptionnelle. Alors dommage, c'était au Mans et pas à Montréal, mais voilà, magnifique clin d'œil à cette très belle victoire de Ferrari dans une belle édition des 24 heures du Mans, et notamment à notre cher Robert Kubica, qui devient seulement le 18e pilote à avoir gagné les 24 heures et un Grand Prix de Formule 1. Donc voilà, clairement je pense qu'on devait terminer avec Kubica, qui aurait dû dans la vraie vie rejoindre Ferrari à un moment donné de sa carrière en Formule 1. Ça ne s'est pas fait, on sait pourquoi, destin tragique. Mais voilà, Robert Kubica a quand même trouvé la gloire et appartient désormais à un cercle très fermé. J'en suis très heureux. Allez, à bientôt.